Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog lecture. Ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu sur ma chaîne, étant donné qu'au mois d'octobre, je vous ai sorti plutôt un bilan de mes lectures. Aujourd'hui, ce sera pas vraiment un vlog lecture parce que je vous explique, j'ai l'impression qu'il est voué à ne pas être publié, à ne même pas être tourné parce qu'en fait là, ça fait 3 fois que je recommence, mais pas le même jour. La première fois, c'est mon erreur, j'ai pas appuyé sur le bouton d'enregistrement et en fait je coupe à chaque fois mes enregistrements, je fais plusieurs parties et ça je m'en suis rendu compte au moment de commencer à tourner à monter le vlog. Du coup j'ai voulu recommencer un autre jour sauf qu'il y avait des travaux dans l'appartement du dessous. J'ai tenté de le faire avec un micro, je me suis dit ça va atténuer les bruits tout ça et en fait au montage je me suis rendu compte encore une fois que ça n'allait pas du tout. Donc cette fois-ci je vous reprends. Alors bien sûr tout ça ne s'est pas passé le même jour sinon ce serait beaucoup trop beau. Faut savoir qu'en fait j'avais commencé à ouvrir le vlog la semaine dernière, que là on est déjà dans la deuxième semaine de vlog parce que honnêtement passer 2 fois 2 échecs, je me suis dit bon je vais prendre quelques jours, je vais prendre un peu de recul parce que vraiment ça commençait à me gonfler et aujourd'hui je me suis dit que c'était la bonne, je le sens bien, c'est la bonne prise. En plus, je voulais absolument vous prendre parce que j'ai terminé 2 livres. C'est mes 2 seules lectures du mois de novembre. J'ai un petit rythme en ce moment. J'ai des nouveautés parce que j'ai acheté des livres et j'ai aussi une réception. Donc de quoi quand même faire un vlog lecture. Mais écoutez, le sort en a décidé autrement. Mais d'abord, je veux vous montrer ma nouvelle tasse de Noël que j'aime d'amour. Il y a un petit sapin à l'intérieur. Bon là, c'est une infusion pomme cannelle. Et il y a la petite cuillère qui va avec. Non mais est-ce que c'est pas trop mignon? Alors autant vous dire que ça en fait c'est plus une tasse dans laquelle je vais boire mon café. Parce que là c'est trop petit en fait pour boire du thé. J'ai l'habitude de boire du thé dans les grosses mugs mais vraiment. Mais là c'était pour vous le montrer. Parce que du coup si je bois mon café vous allez pas voir le petit sapin, ça aura aucun intérêt. Je l'ai acheté à Maison du Monde. C'est présenté dans un petit coffret, très sympa pour offrir d'ailleurs. Ça a coûté 10 € et j'ai adoré. Et l'infusion pomme cannelle, je vous jure, il n'y a rien de meilleur. En tout cas pour cette période. Bref, on va quand même commencer parce que je dois vous parler de tout ça. Donc on va s'y mettre. Pour ma première lecture de novembre, j'ai décidé de lire Les Jumeaux Croche-Mort. C'est le tome 1, La Malédiction, écrit par Cassandra O'Donnell et publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Vous voyez que la couverture fait très Halloween, automne, voire même hiver. C'était d'ailleurs le but recherché dans cette lecture. Donc nous allons suivre Silence la fille et Auriel le garçon, donc qui sont des faux jumeaux qui vivent dans une maison d'accueil parce qu'en fait ils ont perdu leur mère il y a quelques années et ils n'ont jamais connu leur père. Sauf qu'un beau jour, ils vont apprendre l'existence de leurs grands-parents paternels, donc les grands-parents croche-morts. Ils n'en ont jamais entendu parler et pourtant, ils doivent aller vivre chez eux à Whispertown parce qu'ils n'ont que 15 ans et donc ils n'ont pas la majorité pour décider où ils veulent vivre. Quand ils arrivent dans cette ville, ils vont se rendre compte que déjà, c'est une ville qui vit en autarcie et les habitants sont très étranges. Ils ont un comportement totalement différent entre Auriel et Silence, c'est-à-dire qu'ils vont regarder Silence avec des yeux pleins de haine. Ils lui font comprendre qu'elle n'a pas sa place, qu'elle devrait partir de la ville, qu'elle n'a absolument rien à faire ici. C'est un peu comme si elle était un rejeton parce que même ses grands-parents, en fait, c'est pas qu'il la renie, mais c'est que vraiment, ils subissent sa présence. Tandis que Auriel, c'est tout le contraire. Ses grands-parents l'adorent, bien qu'il soit très sec, très carré. Et à l'école, il arrive quand même à se faire quelques amis. Les habitants sont plutôt sympas avec lui, il accueille bien. Et surtout, il le respecte. En plus de certains faits étranges qui se passent dans le manoir familial, il y a aussi des faits encore plus étranges qui se déroulent dans la ville, notamment la nuit, lorsque la ville est ensevelie par un épais brouillard. Et si vous avez le malheur d'être en ville la nuit, eh bien vous vous faites tuer par ce brouillard-là. Et vu qu'on ne dit rien à Auriel et Silence, ils vont essayer de comprendre par eux-mêmes qu'est-ce qui se passe dans cette ville. Est-ce qu'elle subit une malédiction? Ils vont également essayer de percer les secrets et les mystères de leur famille parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'on ne leur a pas dit, qu'ils ne savent pas, qui peuvent avoir une importance pour la suite. Donc c'est un roman qui est très sombre, qui est obscur. Il est à la fois terrifiant mais à la fois envoûtant.
On a une petite ambiance à la famille Addams avec ce manoir, ses domestiques, ses grands-parents qui s'habillent que de noir. Eux aussi doivent porter un uniforme et ils ont surtout l'impression de revenir au siècle dernier. Si vous aimez les secrets, les mystères, les choses un petit peu paranormales ou du moins pas rationnelles, alors je vous le conseille à 100%. Par contre, ne faites pas comme moi. Je savais qu'il y avait un tome 2 qui s'appelle Possession, mais je pensais que ça allait être une autre histoire et qu'on allait juste retrouver les jumeaux Croche-Mort. Eh bien, c'est pas du tout ça. En fait, ce premier tome s'arrête durant une action qui est primordiale. Donc, vous allez être frustré si vous n'avez pas la suite dans la bibliothèque et c'est ce qui s'est passé avec moi parce que je n'avais pas le tome 2. Sinon, très bon jeunesse, je vous le conseille. Jeunesse, mais quand même avec des descriptions des morts des fois un petit peu explicites. Donc, peut-être pas le mettre entre les mains de tout le monde. Bon, des adultes, oui, quand même. C'est pas non plus gore, faut pas abuser. Mais en tout cas, je vous le recommande. Avant de vous parler de ma deuxième lecture, je vais vous montrer la réception que j'ai reçue de la part de Fleuve Noir. Il s'agit du dernier livre de Ruth Ware, Dans l'ombre d'April, qui est sorti, il me semble, en octobre, quelque chose comme ça. C'est une belle brique, bien que la mise en page soit très correcte. Ça va être le 3e tome que je lis de cette autrice parce que j'ai lu Le Chalet des Disparus, qui est un huis clos qui se passe à la montagne, et j'ai lu également La Clé du Sang. Là, pour le coup, si vous avez aimé le premier tome de La Femme de ménage, alors je vous conseille de lire ce livre, La Clé du Sang, parce qu'en fait, c'est vraiment les mêmes... Alors, c'est pas les mêmes histoires, mais on retrouve la même thématique d'une jeune fille dans la vingtaine qui devient une femme de ménage dans une maison d'un couple avec des enfants. Très vite, elle se rend compte qu'il se passe des choses anormales dans cette maison et surtout, elle a des secrets à cacher et qu'elle a intérêt de bien garder parce que si jamais ils sont dévoilés, elle va se retrouver dans le pétrin. Vraiment, c'est la même ambiance que La Femme de ménage, donc c'est pour ça. Si vous avez aimé, je vous conseille fortement de le lire. Et pour le coup, ça avait été une très bonne lecture parce que je me rappelle encore à ce jour, alors que ça fait 2 ans que je l'ai lu, du dénouement. Je peux pas vous raconter dans les détails qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, je me rappelle même plus du nom de la femme de ménage, enfin de cette jeune fille que l'on suit. Mais par contre, je me rappelle du dénouement. Donc je pense que ça signifie que c'était quand même une bonne lecture. Dans celui-ci, nous allons suivre Anna qui a découvert il y a 10 ans le corps d'April inerte dans leur chambre du campus d'Oxford, la belle April que tous adoraient et enviaient à la fois. Depuis son souvenir hante Anna, et alors que ses proches tentent de la libérer de sa culpabilité, l'annonce de la mort en prison du meurtrier d'April va la replonger dans le passé. Entre les événements qui ont précédé cette soirée tragique et les incohérences de l'enquête, la jeune femme en est certaine, l'homme a été condamné à tort et le vrai coupable court toujours. Anna doit connaître la vérité coûte que coûte, même si cela signifie douter de l'innocence de ses propres amis, même si c'est au péril de sa vie. Il y a clairement la double temporalité qui me tente énormément dans ce livre, j'en suis friande. Je ne sais pas comment ça va se présenter, si on va passer d'un chapitre avant, d'un chapitre après, ou est-ce qu'il va y avoir que quelques flashbacks, je sais pas encore. Et j'aime aussi les réouvertures d'enquête, bien que là ce ne soit pas la police qui le fasse, mais Anna. 2 ingrédients qui marchent pour moi à chaque fois quasiment, donc écoutez, je suis très curieuse de le découvrir et je vous en parlerai au moment venu. Et ensuite on va passer au book haul avec parmi ce book haul un avis lecture, vu qu'en fait j'ai lu un des livres que j'ai acheté. J'ai carrément craqué ma vie ce mois-ci parce que j'ai acheté 5 livres dont un livre de poche et en plus c'est que du neuf. Ceux qui me suivent depuis quelques vlogs, vous savez que j'achète principalement de l'occasion dès que je peux. Mais là écoutez, c'est des nouveautés, donc j'avoue que je n'ai pas eu le choix. Je vais donc commencer par le livre de poche, il s'agit de Stephen King, Shining. Alors oui, je vous l'accorde, ce n'est pas une nouveauté. J'aime bien chaque année lire un Stephen King entre le mois d'octobre et on va dire le mois de février, en gros l'automne et l'hiver. Sauf que je me suis rendu compte que je n'en avais plus dans ma pile à lire. Donc je me suis rabattue sur celui-ci à la Fnac. Je ne vais pas vous faire un résumé parce que je pense que vous connaissez soit le livre, soit le film. Pour ma part, j'ai vu que le film et je sais qu'il diffère, surtout la fin diffère beaucoup du livre. Et en plus, Stephen King n'a jamais été fan de l'adaptation de Stanley Kubrick. Et c'est vrai que dans ce livre, j'attends surtout par rapport au film de retrouver la dimension psychologique qui est retranscrite dans le film, mais pas autant et pas comme Stephen King a sans doute pensé ses personnages. Donc j'ai hâte de m'y plonger, je vous donnerai mon avis, savoir si j'ai préféré le livre ou si j'ai préféré le film. Et vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez lu et vu l'adaptation, lequel vous avez préféré.
Ensuite, je vais très vite passer sur ce livre-là parce qu'en fait, c'est la suite des Jumeaux Croche-Mort, donc le tome 2, Possession, toujours chez Flammarion Jeunesse et toujours écrit par Cassandra O'Donnell. Vous voyez la couverture, elle est encore plus jolie que la 1. Attendez. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je préfère largement celle-ci parce qu'en plus, elle est dans les teintes un peu rouges. Et en plus, on sent quand même qu'on monte crescendo dans tout ce qui va être assez terrifiant, j'ai l'impression. Donc, très hâte de m'y plonger également. Ça me permettrait aussi de terminer cette saga avant la fin de l'année parce qu'au final, c'était un petit peu mon challenge de cette année de terminer des sagas en cours. Et honnêtement, j'y suis pas trop arrivée. C'est pas trop une mission réussite. Je ne sais pas si c'est le dernier tome ou si ça sera une trilogie. Mais en attendant, je serai à jour. Ensuite, j'ai acheté le dernier Maxime Chatham Prime Time publié aux éditions Albin Michel. Je vous avoue que quand j'ai acheté le livre, déjà je ne savais absolument pas qu'il en avait sorti un nouveau alors que je suis Maxime Chatham depuis des années et des années. Ça a été un des premiers auteurs français genre thriller que j'ai lu et vraiment j'ai tous ses livres. Quand je vous dis tous ses livres, c'est tous ses livres sauf sa saga Autre Monde qui ne m'intéresse pas du tout parce qu'on n'est pas dans le genre policier ou thriller. Mais il se trouve que depuis quelques années, je suis un petit peu déçue de ses parutions. Vraiment le dernier que j'ai adoré, il s'appelle La Constance du Prédateur parce qu'en fait c'était la suite d'une saga, notamment L'Appel du Néant. Et là j'étais archi fan de ce livre, vrai j'avais adoré ce thriller. Je vous le conseille fortement et en plus il peut se lire indépendamment de la trilogie. Et bien que j'ai aimé ce livre-là, autant vous dire que il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés comme Luxe, c'était le livre de l'année dernière. Alors là c'est un peu ma faute parce que je me suis pas bien renseignée sur ce livre-là et en fait c'était plutôt apocalyptique, roman d'anticipation, chose que je n'aime pas du tout. Je l'ai acheté parce qu'il n'y avait pas de résumé au dos, je me suis pas renseignée, bon j'ai pas aimé, là c'est ma faute, je l'ai carrément abandonné, je l'ai même pas lu. Et j'avais été déçue par L'Illusion et Insectes parce que en fait au début ça s'annonçait très bien, au milieu il y avait beaucoup de longueur, et la fin était très décevante. Donc ça fait bien 3-4 ans, voire même peut-être 5 ans, que la relation entre Maxime Chatham et moi c'est devenu un peu du je t'aime moi non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et malgré tout j'ai du mal à me retenir à acheter ses derniers livres, enfin ses dernières parutions, parce que dans ma tête j'ai gardé l'idée que j'avais de cet auteur et de ses livres il y a des années en arrière. Après, je sais que nos goûts en tant que lecteurs évoluent énormément et peut-être que je ne me retrouve plus dans ces écrits parce que mes goûts ont changé, j'ai d'autres attentes. Mais ça que j'avoue, j'ai un peu de mal encore à l'accepter. Je pense que vous savez de quoi je parle parce qu'on doit tous passer par là, je pense, dans la vie de lecteur où au début, on est archi fan de quelqu'un, de ses écrits et puis petit à petit, en fait, ça le fait plus. Donc il faut parfois se résigner. Donc autant vous dire que j'en attendais vraiment beaucoup de ce livre parce qu'en l'achetant, je me suis dit soit ça passe, soit ça casse. C'est un peu le livre de la dernière chance. Il se trouve que je vous ai fait un sondage sur Instagram, je ne savais pas quelle lecture choisir. Et bien sûr, Maxime Chatham, enfin bien sûr non, mais parmi les auteurs que je proposais, c'était sans doute le plus connu. Donc c'est ressorti en tête des votes. Je m'y suis attelée et je l'ai terminé, donc je vais pouvoir vous en parler. Dans ce livre, nous allons suivre une prise d'otage qui se passe sur un plateau télévisé en plein JT, en plein 20h, sur la chaîne la plus regardée de France, avec le présentateur télé qui est très aimé des Français. On ne sait rien concernant la personne qui a pris le plateau télévisé en otage, parce qu'en fait, il a la voix transformée, il porte une cagoule, il porte un masque. Rien de très significatif pour identifier cette personne, si ce n'est que c'est un homme vu sa taille. Donc le GIGN va venir sur place pour gérer cette prise d'otage, sachant que Kratos prévient que si jamais le direct s'arrête, il tue le présentateur télé. Et on va suivre Yanis, le négociateur du GIGN, qui va être en binôme avec Charlène, qui elle est chef de direction du plateau télé. Et si vous voulez, ils sont un peu dans une régie, donc dans une pièce à part du plateau télé, pas très loin, je crois que c'est séparé d'un couloir. Et dans cette régie, on va retrouver les éléments importants en fait de l'édition d'un journal télévisé. Et surtout des personnes qui ne peuvent pas être évacuées parce qu'ils ont un rôle à jouer de par leur métier, comme par exemple le régisseur son, celui qui va gérer les caméras, Charlène qui est chef d'édition, ou encore la directrice de la chaîne. Et en parallèle, il va y avoir aussi la gendarmerie avec la section de recherche et notamment Secnon, que l'on retrouve dans un des livres d'ailleurs qu'il avait écrit précédemment, mais bon, ça se fait
c'est vraiment pas utile à l'histoire. Et eux vont mener un travail d'enquête, donc plutôt sur le terrain autre que sur le plateau télé, à la recherche du coup d'indices pour identifier ce fameux Kratos, et ils vont se rendre aussi dans d'autres lieux pour mener des enquêtes et ramasser le plus d'indices possible pour également aider le GIGN et notamment le négociateur à dresser un profil de cette personne. Et au plus ils auront des éléments sur la vie de Kratos, au plus ils pourront gérer leurs négociations. Autant vous dire que quand j'ai vu qu'en fait ce livre faisait 550 pages, je me suis dit mais si ça parle d'une prise d'otage de A à Z, ça risque d'être très long. Eh bien, détrompez-vous. Et donc, vous l'aurez compris, ce livre m'a tenu en haleine de A à Z. Alors, je vous dirais juste de vous accrocher les 100 premières pages parce qu'en fait, l'auteur met en place le décor, son intrigue, les personnages, et c'est surtout qu'il a fait un travail monstre de recherche, que ce soit pour l'édition d'un journal télévisé, donc c'est-à-dire les équipes, le rôle de chacun, comment ça se construit, comment se passe un direct, mais également côté GIGN, il a pu rencontrer le GIGN, il a passé plusieurs jours avec eux, à poser toutes les questions, et le GIGN a même relu le livre pour savoir si parfois il n'avait pas dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, ou s'il était dans le faux. C'est super intéressant parce qu'on en apprend vraiment énormément sur tout ce qui est télé en règle générale, et GIGN, et particulièrement le métier de négociateur, qui n'est pas rien parce qu'il a quand même la vie de certaines personnes entre les mains, et donc il va y avoir toute une dimension psychologique d'essayer de rentrer dans la tête de celui qui prend en otage, de le manipuler pour arriver en fait à ses fins, et c'était super intéressant. Et en plus là c'est fait par le binôme Yanis et Charlène, et franchement gros coup de cœur sur ce binôme là. Et au-delà de ça, ce livre s'inscrit quand même dans notre actualité, et il ouvre un petit peu la porte à une certaine réflexion sur notamment notre rapport à l'écran, sur le fait que finalement c'est nous les téléspectateurs qui avons le pouvoir sur l'écran, notamment avec la télécommande, donc le pouvoir sur aussi les programmes qui sont diffusés. Une réflexion sur la société qui devient de plus en plus individualiste, et bien sûr tout ce jeu de pouvoir qui se joue dans les hautes sphères. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai vraiment été conquise par ce thriller. J'ai tellement donné de ma personne dans cette lecture qu'en fait j'ai fait une panne de lecture à la suite. C'est-à-dire que je l'ai terminé vendredi, nous sommes mercredi, ça fait quasiment une semaine que je n'ai pas réussi à ouvrir un livre parce que je me suis trop investie dans cette lecture. Je vous le conseille fortement, c'est un très bon thriller. La tension monte vraiment crescendo, les heures défilent sur le plateau avec cette prise d'otage. Kratos va demander de plus en plus de choses. Comment est-ce qu'il a fait pour entrer sur un plateau télévisé qui est hyper sécurisé? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il veut? Et surtout, comment ça va se finir? Quelle va être l'issue de cette prise d'otage? J'insiste sur le fait que je me suis vraiment pas ennuyée une seule seconde. Donc je vous le conseille fois 1000. Je sais pas comment vous le dire, mais mettez-le dans votre wishlist de Noël parce qu'il est incroyable. Vraiment, ça m'a réconciliée avec Maxime Chatham. J'insiste, mais j'espère que je vous l'ai bien vendu quand même. Et enfin, pour mes 2 derniers achats, je suis tombée, c'était à Cultura, sur Dustin Tao. Vous êtes sur le portable de Sam, publié aux éditions Hachette Roman, avec un très joli jaspage, très printanier. Mais c'est un brochet qui est souple, simple. Voilà, c'est pas un relié. Il m'a coûté 20 € d'ailleurs, et vous avez la version sans jaspage qui coûte 18 €. Je suis pas une fanat du jaspage, je ne suis pas une fanat des collectors ou de tout ce qui va avec, mais là j'avoue que je me suis dit bon, pour 2 € de plus, honnêtement, prends le jaspage. Je ne connais ni l'auteur ni ce livre, j'en ai jamais entendu parler sur les réseaux. Pareil, il est sorti en octobre 2024. Je suis tombée vraiment par hasard, c'est pas tant le titre qui m'a interpellée, c'est déjà la couverture que j'ai trouvée très jolie, et c'est les 3 lignes qui m'ont convaincue à l'acheter, parce qu'il est écrit « Un roman poignant sur l'amour, la perte d'un être aimé et ce que dire au revoir signifie ».
Je n'ai même pas lu le résumé, je ne vais pas vous le lire, je n'ai pas envie de le lire et de le découvrir, j'ai vraiment envie de me laisser surprendre par ce roman. Honnêtement, je m'attends à quelque chose de triste et de doux à la fois. Soyons honnêtes, je pense que même si la couverture et le jaspage font très printanier, il n'atteindra pas le printemps dans ma pile à lire, ça c'est certain. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, alors lui il a une histoire, une sacrée histoire d'ailleurs. Il est dans ma wishlist depuis quelques mois maintenant, je l'ai vu passer sur les réseaux avec à chaque fois que de bonnes critiques. Le problème c'est qu'il a été publié en brochet souple en anglais, et en français, il a été uniquement édité en hardback avec jaspage. Et en plus de ça, je pense qu'il ne sera pas édité en format poche. Sauf que ça, je ne l'ai pas compris de suite. Et c'est quand j'ai demandé conseil à un vendeur que là, j'ai compris que je n'avais pas d'autre choix que de l'acheter en hardback. De base, j'allais en plus à la FNAC pour compléter ma liste de Noël parce que je mets toujours quelques livres dans ma wishlist, même si je la diversifie énormément. Et je n'ai pas pu résister à acheter donc le livre Yellowface de Rebecca F. Kuang. J'espère qu'on dit comme ça, publié aux éditions Ellipsis. Donc c'est un hardback avec un jaspage, tache d'encre en haut, avec la plume, quelques gouttes, tache d'encre en bas. Et tout ça pour la maudite somme de 26,90 €. Quand je dis maudite somme, forcément c'est ironique parce que je trouve que c'est hyper cher en fait pour un livre. Donc dans ce livre, on va suivre June Hayward et Anata Liu qui ont ensemble fait leurs études à Yale et qui ont déménagé à Washington après avoir obtenu leur diplôme. Elles sont toutes les deux écrivaines. Mais Athéna, elle, perce vraiment dans le monde littéraire, c'est vraiment l'étoile montante. Tandis que June, elle, n'est personne, elle n'est pas connue et personne ne s'intéresse à ses écrits. Il se trouve qu'un jour, June va assister à la mort totalement inattendue d'Athéna et elle va s'empresser de s'emparer de son manuscrit qu'Athéna avait terminé et qui parle des travailleurs chinois, je crois, pendant la Première Guerre mondiale. Elle va un petit peu le modifier à sa façon et elle va l'envoyer à une maison d'édition en prenant soin de changer son nom et de s'appeler Juniper Song pour jouer un petit peu sur l'ambiguïté de ses origines. Bien évidemment, on nous dit que June ne peut pas échapper à l'ombre d'Athéna et des révélations menacent de faire écrouler son succès volé. Jusqu'où serait-elle prête pour protéger son secret ? Vous allez me dire que ce n'est absolument pas original comme résumé, comme thème de livre, et je suis totalement d'accord avec vous, mais je ne sais pas pourquoi ce livre m'a tapé dans l'œil, il ne me sort pas de la tête. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à un film avec Pierre Ninet que j'ai vu récemment sur Netflix, mais qui est pas tout jeune. Je me rappelle plus, et pareil, en fait, c'est un écrivain qui va voler un manuscrit, et puis voilà, il va surfer sur le succès jusqu'au jour où son mensonge le rattrape. Et je sais pas pourquoi ça me hype à chaque fois cette thématique. Vraiment, j'adore ça. Sachant que quand on enlève la jaquette, alors le livre est noir, il est très joli. Pour le coup, il est très beau. On va pas se mentir, je le préfère même sans jaquette. Il y a marqué Le Dernier Front, écrit par Juniper Song. Et là, en fait, il y a marqué Athéna Liu et c'est rayé. Je sais pas si vous le voyez bien. Ouais, là, vous le voyez bien. Hop. Et sur la tranche, il y a marqué Le Dernier Front, Athéna Liu. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures là, vraiment, parce que déjà, je n'ai pas choisi de nouvelles lectures, vu que je vous ai dit que Maxime Chatham m'en a un peu empêché, tellement que j'étais à fond dans cette histoire et que j'ai du mal à vivre la fin. Mais en fait, j'en ai tellement eu envie de ce livre que je ne vais pas le faire traîner dans ma pile à lire. Déjà qu'il a pas mal traîné dans ma wishlist, je pense que ça suffit. Il a droit à sa chance et j'espère ne pas être déçue. Dites-moi si vous en avez entendu déjà parler ou si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, Stephen King a dit impossible à lâcher, difficile de s'en remettre. Donc, venant de Stephen King, je m'attends quand même à quelque chose de phénoménal. Et d'ailleurs, j'ai fait du tri aussi. J'ai très mal remis la jaquette, mais je le ferai après. J'ai très mal... non, j'ai pas très mal. J'ai fait beaucoup de tri dans ma pile à lire. Et honnêtement, ça fait du bien. Et c'est pour ça qu'en fait, les livres que j'achète, comme vous voyez, j'ai lu directement le Maxime Chatham. Là, je risque de le lire directement aussi, alors que ça fait une semaine que je l'ai acheté. Mais parce que du coup, je me rends compte que des fois, j'achète des livres parce qu'ils me font super envie sur le coup. Et en fait, j'ai tellement de livres dans ma pile à lire qui vont y rester des mois. Et quand je vais vouloir le lire, en fait, il ne me donne plus envie parce que ça m'est passé.
Donc j'ai décidé de faire un très gros tri. Et au moins, j'ai gardé vraiment les livres là qui me faisaient envie. Et ça me permet de ne plus attendre et de les lire directement à l'instant T. Et honnêtement, je trouve ça beaucoup plus logique. Et parfois, ça peut être aussi anxiogène de se dire qu'on a 60, 70 livres et même plus qui nous attendent quoi dans la pile à lire. Voilà, c'était ma petite réflexion du mois de novembre. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog lecture / point lecture plutôt. Je pense que c'est le terme plus adéquat. Je suis désolée que ça ne se soit pas étalé sur plusieurs jours, mais je préfère fermer cette vidéo là parce que même si on est mercredi, je n'aurai pas le temps là de lire un livre et de vous le présenter avant la fin du week-end. J'espère quand même que ça vous a plu, que vous allez peut-être ajouter des livres sur votre wishlist de Noël si jamais vous en demandez, parce que c'est pas tout le monde qui en demande. N'hésitez pas en tout cas à me faire part des livres qui vous font envie. On sait jamais, j'ai toujours pas clôturé la mienne de wishlist, donc toujours temps d'en rajouter. Et sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.